Donc, bienvenue. Bienvenue à cette infosession Myélome Canada de Sherbrooke. Donc, avant de commencer, je tiendrai d'abord à remercier le Dr Pavic qui terminait sa ronde de bonjour, car l'initiative était la sienne suite à de nombreuses discussions avec notre cofondateur, M. Aldo Delcolle. Il a cru qu'il y avait un besoin d'organiser une infosession pour la communauté locale du myélome à Sherbrooke et à plus grande échelle en Estrie. Donc, merci beaucoup, Dr Pavic, pour l'initiative. Merci aussi à votre équipe qui ont pris soin de contacter personnellement les patients de la communauté du myélome en Estrie. Donc, merci de vous être déplacés nombreux. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne, c'est salle comble. Désolé, Gabriel, tu restes debout. D'avoir bravé la neige. Merci. La neige en avril. J'adore la neige. J'adore l'hiver. En janvier. En février. Un peu moins en mars, mais en avril, c'est une autre histoire. Donc, merci d'avoir ressorti vos balais et d'avoir pris la route. Donc, aujourd'hui, on a un programme qui est, somme toute, riche en informations. On est 70 ici dans la salle, donc on n'est pas seul, car cette infosession est retransmise en direct sur Internet. Donc, il y a sans doute plus d'une vingtaine de patients aidants, membres de la communauté du myélome, pas nécessairement de l'Estrie, mais de la communauté francophone du myélome qui nous suit en ligne aujourd'hui. Donc, merci pour votre présence nombreuse. Le programme de la journée, comme je vous ai dit, c'est une succession de présentations d'environ 45 minutes et s'en suivant toujours une période de questions. On va débuter premièrement avec une introduction sur Myélome Canada, le réseau de recherche de Myélome Canada, nos programmes patients et nos programmes scientifiques, pour ensuite donner la parole à Dr Pavic, votre star locale, pour un petit myélome 101. Ensuite, le docteur Richard Leblanc de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, hémato-oncologue, et aussi titulaire de la chaire de recherche en myélome multiple du CHUM, nous fera un exposé sur la recherche, les essais cliniques sur le myélome multiple. Il y aura une pause dîner, donc des indications suivront dans la matinée, car je crois que ça se fait au niveau de la cafétéria de l'hôtel. On enchaînera en après-midi avec une présentation, on va dire plutôt proche de la réalité du day-to-day, excusez l'anglicisme, d'un patient, des aidants et des proches lorsque le myélome multiple rentre dans la vie de ces personnes, avec une présentation pharmacienne en oncologie, Mme Émilie Boisvert, donc ici, du CHUS de Sherbrooke. Et pour terminer ces présentations d'une heure, on aura ma collègue Martine Elias, directrice de l'accès, défense des droits et relations communautaires, qui parlera justement de l'importance de l'engagement des patients dans les démarches de défense des droits. Et en clôture, on aura la chance d'avoir M. Hervé Benoît, donc membre du Conseil consultatif des patients. On vous en dira plus, mais en quelques mots, le Conseil consultatif, c'est la voix des patients de la communauté du myélome au sein de Myélome Canada. Donc, M. Benoît va être ici pour vous exposer les principaux objectifs du Conseil consultatif, leur implication au niveau de Myélome Canada et de la communauté du myélome au Québec et dans le reste du Canada. Donc, pour commencer, j'ai déjà remercié le Dr Pavic et son équipe pour son implication. J'aimerais aussi remercier nos partenaires de l'industrie. Sans leur fidèle support, nos programmes patients et nos programmes scientifiques n'auraient certainement pas l'envergure qu'ils ont aujourd'hui. Donc, Bristol Myers Squibb, Celgene, Takeda, Binding Site, Amgen, Janssen et Novartis. Merci pour votre support. Je vais débuter cette journée par un bref exposé sur Myélome Canada, le réseau de recherche de Myélome Canada, nos programmes patients. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel. Encore une fois, je le répète, grâce à l'implication de l'équipe du Dr Pavic. Donc, mais c'est aussi une opportunité de savoir qu'est-ce qui existe au sein des programmes de Myélome Canada pour les patients, les proches et aidants naturels. Donc, Myélome Canada a été créé en 2005 par 2 patients, pour des patients.
le cofondateur, M. Aldo Del Colle, qui est toujours notre président du conseil, lorsque le diagnostic est tombé, s'est retrouvé face à un vide d'informations. On dit aujourd'hui que le myélome est méconnu et incompris du grand public. Imaginez au début des années 2000, lorsque M. Del Colle a eu la terrible nouvelle. S'étant retrouvé seul face au diagnostic, avec une équipe médicale qui l'aidait du mieux qu'il pouvait avec les ressources qu'ils avaient au moment du diagnostic, M. Del Colle a vu qu'il y avait un réel besoin de créer une plateforme d'information centralisée, vérifiée pour l'ensemble des patients, leurs aidants, leurs proches, et ainsi créer une communauté du myélome au Canada, d'un océan à l'autre, dans les deux langues, afin de s'assurer que les patients qui sont touchés, au moins, n'en sont pas nécessairement victimes de l'incompréhension que cela peut représenter. Donc, au-delà de M. Del Colle et sa vision initiale, 12 ans plus tard, Myélome Canada, c'est cette petite équipe, mais qui en fait beaucoup. Donc, on a M. Engengall qui s'occupe principalement du volet recherche et essais cliniques du côté du réseau de Myélome Canada. On a Gabriel, que vous voyez ici, notre dernière recrue, qui est gérant des programmes éducatifs et services aux patients, qui s'assurera que l'ensemble des programmes à vocation scientifique et éducative sont bel et bien vérifiés et approuvés, et qu'il s'agit d'une information concise, pertinente et étampée d'un sceau d'authenticité par la communauté médicale. Michelle Oana, notre directrice du développement et des communications. Si vous êtes ici, vous avez sans doute eu une invitation, une infolettre, vu des pubs, vu des posts sur Facebook, vu notre site web. C'est Michelle. Donc, Michelle, qui est la voix autant à l'interne dans notre communauté médicale que dans notre communauté patient. Martine, que vous allez voir aujourd'hui, notre directrice accès, défense des droits et relations communautaires, s'occupe d'un volet qui représente un des éléments différenciateurs de Myélome Canada par rapport aux autres organismes patients. C'est un volet que vous allez apprendre et dont Martine maîtrise les ficelles. Pour ma part, je suis directeur des opérations, donc je pilote avec notre magnifique équipe tous ces programmes, et mes deux acolytes au quotidien, Shanika et Angelina, font en sorte que j'arrive à dormir. Tous ensemble, notre mission, notre engagement, c'est vraiment d'unifier et de renforcer la voix de la communauté canadienne du myélome. Il faut d'abord faire connaître le myélome, mais il faut surtout le faire d'une façon globale, sans laisser personne de côté. Myélome Canada se revoit comme un catalyseur, un élément centralisateur au point de vue des patients aidants, la communauté médicale, les donateurs et commanditaires, nos partenaires de l'industrie pharmaceutique et bien évidemment toutes les instances gouvernementales. Comment nous maîtrisons le myélome? On a 4 piliers qui représentent les différents volets de nos programmes, de notre mission. L'éducation et le soutien, la sensibilisation, l'accès, défense des droits, la science et la recherche. Donc, pour débuter avec l'éducation, je vous l'ai dit, M. Del Colle, lorsque le diagnostic était malheureusement tombé, s'est retrouvé face à un vide d'informations. Les infosessions furent une des premières initiatives de Myélome Canada. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 40. Hier, il y en avait une à Saint John. Il y a 2 semaines, il y en avait une à Vancouver, Kelowna. Notre programme va continuer tout au cours de l'année. Mais ces infosessions que vous allez voir aujourd'hui, ça nous donne l'opportunité non seulement de mettre dans un même endroit les différents acteurs de la communauté du myélome, mais aussi de créer un dialogue entre les professionnels de la santé et nos invités, et toujours dans le but de transmettre une information qui est véridique, vérifiée, pertinente et concise. Les webinaires apparaissent tout au long de l'année, c'est à peu près 1 ou 2 mois, dans les 2 langues. Si on veut, c'est une version concentrée d'une infosession sur un sujet en particulier. Ces webinaires sont toujours gratuits, on en fait la publicité au moins 1 mois à l'avance, et les thèmes varient. Donc, jusqu'à présent, on a eu les nouvelles de la conférence ASH, American Society of Hematology, qui est un des plus grands congrès en hémato-oncologie. Donc, le docteur Julie Côté avait vulgarisé pour la communauté québécoise du myélome, communauté francophone, dis-je,
On a des amis au Manitoba et dans toutes les autres provinces. Donc, les dernières découvertes qui avaient été présentées à H et l'implication sur les lignes de traitement futures à venir ici. Et tout récemment, ma collègue Martine a fait un webinaire sur l'approbation des nouveaux médicaments, un processus, un labyrinthe que très peu de personnes comprennent et maîtrisent, mais qui est essentiel pour comprendre la réalité dans laquelle s'inscrivent les différentes lignes de traitement lorsqu'elles vous sont prescrites. Tous ces webinaires, de même que l'infosession d'aujourd'hui, sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube dans les 2 langues. Vous le ratez, vous pouvez aller le revoir. Vous avez manqué un passage où votre calepin de notes est plein, vous pouvez toujours vous y référer. Elles sont là pour rester. Le réseau de groupes de soutien de Myélome Canada, donc c'est vraiment de mettre l'accent sur les communautés locales, l'action locale, les interactions humaines locales. Monsieur Benoît va sans doute en faire partie dans sa présentation en clôture avec le Conseil consultatif des patients. Mais l'objectif de ces groupes de soutien-là, c'est de favoriser non seulement des rencontres, de créer un lieu d'échange, mais surtout de créer une voie commune, une force commune dans la défense de vos droits sur la réalité de votre propre localité. Donc, les groupes de soutien, au-delà du soutien émotif, soutien des pairs, il y a aussi une vocation de force locale à titre de communauté du myélome. Ces groupes de soutien, oui, c'est une force locale, mais qui est organisée de façon concise dans un objectif national. Donc, Myélome Canada, à chaque année, pour s'assurer que ces différentes localités soient bien outillées pour faire leur travail de façon locale, organise une rencontre au sommet. Donc, en 2016, c'était à Edmonton. C'était plus de 26 leaders, co-leaders de groupes de soutien qui sont rassemblés lors d'un séminaire de 2 jours où il y avait des présentations d'ordre scientifique, des présentations d'ordre de la défense des droits, des présentations sur les derniers développements, ce qui a trait aux dernières molécules et le processus d'approbation des médicaments. Donc, pour faire en sorte de transmettre de façon homogène les dernières informations aux groupes de soutien locaux pour qu'ils puissent à leur tour, les communiquer à leur communauté. C'est une dynamique qui a fait ses preuves et c'est encore une fois au calendrier cette année, ce sera au mois d'octobre à Ottawa. Les publications, vous les avez vues ici à l'entrée sur la table. Elles sont vôtres aujourd'hui. N'hésitez pas à en prendre pour vous, pour vos proches. Il y a le livret pour le patient qui est, si on veut, une Bible extrêmement détaillée, donc qui renferme l'ensemble des données et des thèmes qui sont expliqués. Mais il y a aussi les infoguides, donc un sur les complications aux os, un sur la compréhension de la formule sanguine, et notre tout dernier, fraîchement sorti des presses, le myélome et le rein. Donc tous ces infoguides sont créés main dans la main avec des professionnels de la santé et sont toujours approuvés par différents réviseurs médicaux et par l'ensemble de certains cliniciens de notre réseau, toujours pour le souci d'offrir une information concise et vérifiée. Et bien, si vous voulez, ils sont toujours aussi disponibles sur le site web dans la section ressources. Debbie Bazovitz a implanté en 2016 un nouveau programme d'orientation dans le système de la santé. Donc, Debbie est une infirmière à la retraite, infirmière de carrière, et aussi aidante naturelle d'un patient qui a le myélome multiple depuis près de 10 ans. Donc, Debbie n'est pas là pour offrir une ressource médicale, n'est pas là pour offrir un vecteur d'interprétation de votre dossier médical personnel ou de vos inquiétudes personnelles quant à votre traitement ou autre. Debbie est là parce qu'elle comprend et maîtrise le labyrinthe que peut représenter le système de la santé au Canada. Elle a travaillé dans l'Ouest, elle a travaillé en Ontario, elle a travaillé au Québec. Elle a une connaissance globale des structures qui, souvent, lorsqu'un patient va se retrouver face à une situation, ne saura pas nécessairement vers qui se tourner dans le système de la santé. Est-ce que c'est le CLSC? Est-ce que je dois aller dans un laboratoire privé? Est-ce que je dois aller dans un laboratoire public? Est-ce mon oncologue? J'ai des besoins orthopédiques. À qui dois-je m'adresser? Est-ce couvert? Donc, Debbie est là pour aider les patients à s'y retrouver. Donc, simplement la contacter par courriel et ensuite elle fait un suivi soit par téléphone ou par courriel. Mais c'est une ressource dont les commentaires qu'on a reçus jusqu'à présent sont très positifs, donc n'hésitez pas à contacter Mme Bazovitz. Elle est bilingue, je tiens à le préciser. Le Conseil consultatif des patients,
Je ne m'éterniserai pas sur le sujet car Hervé va en parler plus en détail en conclusion de cette journée. Mais pour faire bref, c'est la voix des patients au cœur de Myélome Canada. Le conseil consultatif s'assure d'avoir une représentativité, je pense que ça existe comme mot, une représentation géographique qui est équilibrée. Autant des représentants de l'Ouest canadien que des maritimes, que du Québec et de la francophonie, que de l'Ontario. Pourquoi? Pour s'assurer qu'il y ait une centralisation du feedback, des retours de la communauté de patients et d'aidants naturels au conseil d'administration de Myélome Canada pour s'assurer que les décisions ne se prennent pas simplement en fonction des programmes scientifiques, des partenaires de l'industrie ou des priorités médicales, mais aussi selon les priorités qui sont soulevées par les communautés de patients. Donc, Hervé vous en dira plus. La sensibilisation. En anglais, ils ont un beau mot, awareness. C'est le nerf de la guerre, si on veut, pour le myélome qui, malheureusement, fait figure souvent de petit frère pauvre par rapport à d'autres cancers. Donc, Myélome Canada a comme objectif de faire connaître le myélome, le faire connaître, le diffuser dans le grand public. Le site web, notre nouveau site web, je ne sais pas si ici, il y en a parmi vous qui ont connu notre ancien site web. Il fait partie maintenant de l'histoire. Mais le nouveau site web, c'est vraiment une source unique, interactive d'informations et j'insiste, vérifiée. Donc, ce sont la même équipe de professionnels de la santé qui ont participé à la rédaction des sections propres au volet, si on veut, clinique, médical et scientifique. On y retrouve aussi des ressources pour les différents groupes de soutien, donc des outils clés en main pour vous aider à bien mettre en place des programmes d'information, des campagnes de levée de fonds dans vos localités. Je vous invite à y aller. On s'est assuré aussi qu'il soit compatible sur les nouvelles tablettes et téléphones, car on sait que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a un ordinateur à la maison. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, vous en donner notre avis, parce qu'il est tout frais. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On est toujours en train d'améliorer notre site web, donc n'hésitez pas. L'infolettre. Donc, certains parmi vous sont peut-être déjà inscrits, en fait, peut-être la plupart, car vous êtes présents aujourd'hui. L'infolettre, c'est le vecteur de communication récurrent, mensuel, je dirais qui est le plus pertinent pour se tenir au courant des derniers éléments dans la communauté du myélome au Canada. Les thèmes vont varier d'une infolettre à l'autre, les sujets vont varier, mais les rubriques vont toujours être les mêmes, parce qu'on se doit couvrir un spectre d'intérêt qui est pertinent de mois en mois. Il y a toujours une section sur les mises à jour sur les essais cliniques en cours. Il y a toujours une section sur les approbations et couvertures de traitement, où certaines lignes de traitement en sont face aux instances gouvernementales. Les événements de levée de fonds. Est très important, et on en reparlera plus tard, et Martine peut peut-être donner plus de détails à ce sujet. Il y a des invitations formelles pour des sondages. Les sondages, ce n'est pas nécessairement des sondages d'opinion, des sondages de satisfaction, mais c'est bien des sondages participatifs pour les patients. Le processus de soumission d'acceptation des médicaments au P-Coder, le Pan-Canadian Oncology Drug Review. Je laisserai Martine dire le mot en français plus tard, car je m'excuse, mais je ne le connais pas. Donc, le P-Coder, Myélome Canada s'assure de bonifier les soumissions au P-Coder en y ajoutant la voix des patients. Et la voix des patients s'ajoute comment? Par ces sondages. Donc, l'invitation passe souvent par l'infolettre. Donc, soyez attentifs, car souvent, ces dossiers bonifiés par la voix des patients font la différence. La sensibilisation ne se fait pas nécessairement juste au grand public et au point de vue des patients et des communautés locales, elle se fait aussi au point de vue des professionnels de la santé. Le médecin de famille est souvent l'intervenant de première ligne ici au Québec. C'est pour ça qu'on est présent dans plusieurs conférences de médecine familiale, toujours pour mettre de l'avant le diagnostic précoce du myélome multiple. CANO, Canadian Association of Nurses in Oncology, les infirmières, vous connaissez leur importance dans le parcours d'un patient. On fait beaucoup de sensibilisation et d'éducation directe lors de leurs conférences dédiées. Il y a la Marche Myélome Multiple, qui est un événement national de levée de fonds, qui n'a pas juste comme principal objectif de lever des fonds pour financer nos programmes, mais aussi d'offrir une couverture média d'un océan à l'autre pour
encore une fois, augmenter la notoriété du myélome multiple dans les différentes communautés à travers le pays. La marche myélome multiple, je viens d'en parler. Donc, l'année dernière, c'est 14 localités qui ont participé. 14 marches qui, à elles seules, ont levé plus de 510 000 $ pour la cause. Donc, ce sont des petits parcours de 5 km. Certaines communautés veulent faire une course et marche, d'autres s'en tiennent qu'à une marche. Mais c'est vraiment notre levée de fonds nationale qui a la plus grande portée médiatique aussi de par son ampleur. Donc, nous cherchons toujours à augmenter le rayonnement de la marche myélome multiple au Québec. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à mettre de l'avant une marche en Estrie, sentez-vous libre de contacter Michel en tout temps. L'accès à la défense des droits, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un des volets de Myélome Canada qui nous différencie de d'autres organismes patients. L'accès et la défense des droits vient en ligne avec la sensibilisation, c'est-à-dire que la notoriété augmente, on le connaît, mais une fois que le myélome est connu, qu'advient-il? Et défendre les droits des patients, et je ne m'éterniserai pas nécessairement sur le sujet car Martine va en parler plus en détail cet après-midi, c'est critique pour différentes raisons, notamment l'approbation des médicaments, accélérer l'approbation des dernières molécules qui ont fait leurs preuves dans des programmes d'essais cliniques. L'an dernier, Myélome Canada a produit 3 soumissions, le daratumumab, le carfilzomib en combinaison, ixamomib, bref, 3 soumissions qui sont toujours en développement, donc Martine va vous en parler. Et depuis 2017, une seule soumission, mais toute une, le daratumumab en 2 combinaisons, donc on y reviendra, mais comme je l'ai dit, il y a un lien direct entre les sondages, la défense de vos droits de façon globale, mais aussi dans votre localité, dans votre communauté locale, la défense de vos droits prime et on est présentement dans le mois de la défense des droits et on a une campagne justement qui facilite le contact avec vos députés locaux pour parler de besoins criants peut-être dans votre cas personnel, dans votre communauté de patients de myélome. Donc, Martine va vous faire une présentation à cet effet-là, mais on va rester aussi disponible tout au long de la journée pour pouvoir échanger à ce sujet. La défense des droits passe par des partenariats stratégiques. Oui, Myélome Canada a un bon réseau pour justement faire la défense des droits des patients, mais Myélome Canada n'agit pas seul. Donc, Myélome Canada est affilié avec d'autres organismes patients ou organismes dédiés au cancer pour vraiment créer une force locale et nationale de défense de vos droits. Myélome Canada est aussi un membre actif du conseil d'administration du Canadian Cancer Action Network, donc le CCAN, membre fondateur sur le volet international du Global Myeloma Action Network, le GMAN. Et au-delà de ces groupements, il y a d'importantes démarches qui peuvent être réalisées aussi auprès des compagnies d'assurance privée, donc toujours dans le but d'accélérer l'approbation des médicaments. Tous ces beaux programmes sont financés grâce à 2 principales sources. Donc, je partage avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez que ce n'est pas une organisation qui est unilatérale, mais on a bien une participation à 55 % de dons et subventions issus de l'industrie, issus d'organismes hospitaliers, extra-hospitaliers, mais aussi de levée de fonds communautaires via des dons, des événements de levée de fonds, la marche myélome multiple jusqu'à 42 %. Et on a bien sûr des commandites plutôt locales sur des petits événements communautaires qui participent justement au financement des programmes et la vente d'articles aussi promotionnels lors de ces événements qui contribuent à la réalisation de nos programmes. La science et la recherche. Table ronde scientifique. Vous allez voir plus tard une présentation du docteur Richard Leblanc qui est un invité régulier des tables rondes scientifiques depuis les débuts. C'est vraiment là où il y a un leadership médical qui s'est créé au sein de la communauté médicale du myélome multiple. Donc, les tables rondes scientifiques sont là comme un réel incubateur d'idées pour générer des nouveaux essais cliniques, échanger des idées entre chercheurs pour peut-être décider de mettre en place tel ou tel essai clinique, toujours dans le but de répondre à une question scientifique ou médicale, mais surtout de donner accès aux patients à ce qui se fait de mieux. Donc, les tables rondes scientifiques, c'est une annuelle. Cette année encore, au mois de septembre, il y aura près de 80 professionnels.
L'important, et la directrice du programme de myélome multiple et des maladies associées au Princess Margaret Hospital, qui est aussi la directrice médicale du réseau de recherche de Myélome Canada, le Dr. Donna Reese, insiste sur le fait que ces essais cliniques doivent être de classe mondiale, non seulement pour le rayonnement à l'interne, pour la crédibilité du Canada aussi, pour attirer des essais cliniques, attirer des chercheurs qui vont venir épauler la renommée des chercheurs locaux au Canada. Je crois que plus tôt cet hiver, on a pu assister au rayonnement de Dr. Leblanc aux États-Unis à l'ASH, qui a eu une présentation, je me souviens bien, un abstract, un poster. Donc, c'est des accomplissements locaux qui rayonnent au-delà du Canada. Et le réseau de recherche de Myélome Canada est là en partie pour ça. Donc, vous voyez, c'est 24 centres dans 9 provinces. Le fait que ce soit 24 centres permet aussi de ne pas juste concentrer les efforts des essais cliniques dans les grands centres comme Montréal, Toronto ou Vancouver, mais bien d'offrir des essais cliniques multisites dans d'autres sites. L'approche intégrée, je vais passer rapidement car c'est sans doute ce qui va faire l'objet de la présentation de Dr. Leblanc, mais c'est que les chercheurs, les médecins vont travailler de façon commune et collégiale avec les bases de données que le réseau de recherche de Myélome Canada tente de mettre sur place en ce moment. C'est un des projets principaux, ce qui va donner des pistes de développement qui vont aboutir comme un projet de recherche formel et qui, au final, vont peut-être amener vers une accélération, si on veut, de l'accès à ces nouvelles lignes de traitement. Les bénéfices patients, outre l'accès à ces lignes de traitement, c'est aussi d'assurer que la voix des patients est entendue, même dans le volet de la recherche. Donc, encore une fois, c'est l'échange entre la communauté médicale, la communauté de patients, Myélome Canada, qui fait en sorte qu'il y a un effort commun qui est déployé, même à ce niveau-là, et toujours dans l'intérêt de la communauté et des patients. La base de données, comme je vous en ai parlé, c'est une nouvelle initiative. C'est un projet, mais ce n'est pas une initiative, c'est un projet majeur, en fait, du réseau de recherche de Myélome Canada. Le MCRN, Canadian Multiple Myeloma Database, est une base de données qui va non seulement centraliser l'ensemble des dossiers patients des centres participatifs, mais va aussi les bonifier avec des informations qualitatives sur la qualité de vie pour permettre justement aux cliniciens d'avoir une prise de décision qui dépend maintenant d'un nouvel outil qui est très performant. Il y a d'autres sphères du milieu de la santé qui ont mis des outils semblables en place et ça s'est avéré très pertinent et très performant. Le myélome risque d'avoir la sienne très bientôt. Je crois que j'ai certains centres qui vont déployer le tout. Si ce n'est pas dans l'année 2017, ce sera très rapidement en 2018. La base de données, c'est quand même un bon élément. C'est difficile à expliquer. Il n'y a personne de mieux que le Dr. Chris Venner pour l'expliquer. On va terminer cette présentation par une vidéo. Malheureusement, il n'est qu'en anglais. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo-là, ensuite, n'hésitez pas, vous pouvez venir nous les poser à la fin. Ça va nous faire plaisir. Well, it's one of the most prevalent blood cancers in Canada, and each year thousands of Canadians are diagnosed with myeloma. Now a new database is helping both patients and researchers. Joining us with the details is Dr. Chris Venner, hematology expert at the Cross Cancer Institute. Good morning, Doc. Thanks for coming in today. Good morning. Thank you. So before we move on to the database and what you've discovered, the research that you're doing, multiple myeloma, what exactly is it? So this is a blood cancer, cancer of the bone marrow. Specifically, the cells involved are the cells that make antibody in your blood. So everybody makes antibody. It's part of our immune system. But every once in a while, these cells can go rogue. And so the specific type of cancer that's associated with that is something called multiple myeloma. It's a disease that has fairly widespread effects on many parts of the body, including the bones and kidneys. So, what's the prognosis? The prognosis is unfortunately universally fatal in every patient. So it's not a disease that we can cure. It is, however, a disease nowadays that we can manage quite successfully over a fairly long period of time. How long are we talking? We're talking about between 5 and 10 years on average for most patients, but through that time, the trajectory, I guess, varies from patient to patient. Is it very prevalent in our country? It's one of those diseases that's not common, but also not that uncommon. There's probably about 2,700 new cases that are diagnosed each year.
I guess the unique facet of that, though, is that we are doing better with the disease. So it's not so much how many new patients are being diagnosed every year, rather how many patients continue to live with the disease. All right, let's talk about the launch of this database that includes all these people who are suffering from multiple myeloma. So this is a really interesting initiative that's been put together by our colleagues in what we call the Myeloma Canada Research Network, and this is basically an organization that brings together all interested physicians and researchers across the country. So we have representation for all the provinces, all the major healthcare institutions across the country. And it was an initiative that's been talked about for a long time, but really what we wanted to do is provide a Canadian bent on all of the data that's out there. A lot of the things that we generalize to try and estimate how well we expect patients to do is based on American data, European data, even clinical trial data that doesn't always reflect the day-to-day experience for patients living with this disease in this particular country. What would make it different, like specific to living in Canada versus these other areas? So a big part of that has to do with the way healthcare is delivered. Okay. The provincialization of healthcare here makes drug access slightly different from province to province. Obviously, the size of our country really plays a huge part in this. Access to care for patients that live up north is very different from patients that live right here in our own backyard in Edmonton. So trying to tease out some of those unique features to ensure that we're best capturing, I guess, the benchmarks for how well we're doing in Canada, and also to inform where we're going to go from here. So obviously this is big for someone like you, who is a practitioner in the field, and for those who do the research. This has really got to help along the way. Absolutely, yeah. It's going to give us a much better snapshot to inform how we want to go forward with the delivery of care here in Canada. Yeah, and as far as the disease goes, like you're saying, you've come a long way with respect to being able to keep people alive and managed for a number of years, and hopefully in the time that you have to work with these numbers, we'll be able to increase that lifespan and maybe even cure it. Absolutely. I tell that to patients all the time is, don't be too focused on how we're doing right now. Focus on the advances that we will hopefully make over the next 5-10 years that will undoubtedly benefit you. All right. Thanks, Doc. Good luck with your work. Yeah, thank you very much. More information, you can call 1-888-798-5771 or visit them online at myelomacanada.ca. Donc, c'était le docteur Christopher Venner qui est, si on veut, le président de ce projet. Chair du Multiple Myeloma National Database. Donc, sans plus tarder, mais premièrement, merci pour votre attention. Donc, on va débuter avec nos conférenciers. Donc, comme on vous l'a dit, le docteur Michel Pavic va débuter notre journée avec un petit myélome 101. Donc, docteur Pavic. Donc le temps que ça se mette en place. Merci Olivier pour la gentille introduction. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment honoré de pouvoir faire avec vous cette première journée myélome patients et soignants, patients et familles également. C'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté lorsque je travaillais en France et qui est toujours très populaire, et spécifiquement dans cette maladie-là qui est un petit peu intrigante, qui est un peu bizarre, et les patients ont beaucoup de questions. C'est pas comme un cancer du sein ou un cancer du poumon, c'est assez facile à se représenter. Dans le myélome, il y a quand même pas mal de questionnements, c'est des cellules un peu cachées, etc. Avant de faire mon introduction, je voudrais remercier Olivier pour l'organisation, tous les membres de l'organisation de Myélome Canada qui nous ont permis de nous réunir aujourd'hui. Je voudrais remercier également les soignants qui sont présents aujourd'hui, donc une partie de mon équipe avec qui vous pourrez poser des questions au long de la journée. Je voudrais aussi remercier les intervenants, les conférenciers et tout particulièrement Richard Leblanc. C'est un honneur de t'avoir ici, Richard, parce que pour beaucoup d'entre eux le connaissent déjà, mais c'est un petit peu le repère sur le myélome au Canada, et c'est pour l'avoir un peu déjà questionné, c'est une véritable encyclopédie sur le myélome. Il est jamais sans réponse à toutes les questions scientifiques qu'on peut lui poser. Donc merci Richard d'être là. Le myélome, c'est une maladie qui est... voilà mon plan pour la présentation. C'est un plan classique avec la définition. Puis mon but, en fait, c'est de vous expliquer un petit peu les grandes lignes. C'est quoi le myélome? Pourquoi c'est là? C'est quoi? Comment on arrive avec cette maladie? Comment on rentre dans la maladie? Comment moi je fais le diagnostic de myélome, moi et puis mes collègues? Et puis ensuite, comment on va pas le traiter, parce que ça, c'est d'autres exposés. C'est pas moi qui vais présenter ça.
et puis après voir un petit peu l'évolution, puis comment ça se monitore dans le temps. Le myélome, c'est une maladie qui était une maladie qui est restée un peu pratiquement sans traitement, une maladie orpheline, jusqu'à à peu près la fin des années 90, 98 exactement, où on avait un traitement qui était le même depuis 40 ans, l'espérance de vie était la même depuis 40 ans, et finalement c'était toujours désespérant cette maladie, et il y avait pratiquement un abandon aussi de la communauté médicale parce que c'était difficile à traiter, difficile à prendre en charge les patients. Puis tout change à la fin des années 90 avec l'arrivée d'une molécule que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est le thalidomide, et qui est une molécule qu'on donnait aux femmes enceintes dans les années 70, une molécule très taboue. On donnait cette molécule pour faire dormir les femmes enceintes, et puis on s'est rendu compte qu'en fait que les femmes avaient, quand elles prenaient ça, elles avaient des bébés pour qui manquaient des bras, manquaient des jambes, mais c'était une molécule très toxique, donc très taboue. Puis un chercheur qui a révolutionné l'histoire du myélome en se disant mais finalement cette molécule qui est dangereuse, pourquoi elle était dangereuse pour les bébés et comment on pourrait l'utiliser pour les patients qui ont un myélome. Et en fait, il a compris que le myélome était une molécule qui était une maladie qui jouait beaucoup avec les vaisseaux, et il a utilisé les caractéristiques de cette molécule pour donner un traitement contre le myélome, et il a vu que ça marchait de façon assez spectaculaire. Puis là, ça a été, moi j'ai eu la chance de commencer un peu ma médecine un peu avec ça aussi, et ça a été un engouement vers cette maladie-là, et puis là, la recherche s'est engouffrée là-dedans, et puis depuis 20 ans, on assiste à des avancées spectaculaires en myélome, et quand j'ai commencé ma médecine, on parlait vraiment d'une maladie qui était constamment mortelle, aujourd'hui, au milieu de ma carrière, moi j'ai bon espoir que quand je terminerai, j'espère qu'on pourra guérir du myélome. Donc on a des espoirs sur cette maladie, c'est ça qui nous fait avancer dans cette maladie. Alors, définition, tout d'abord, je vais être très simple. De quoi on parle? Myélome, on l'a entendu tout à l'heure. Le myélome, c'est un cancer. C'est une forme de cancer de la moelle osseuse. C'est quoi un cancer? C'est des cellules qui sont mauvaises, qui sont immortelles, qui oublient de mourir et finalement vont s'accumuler et vont faire des dégâts à certains endroits. Donc ces cellules anormales qui sont devenues cancéreuses, ce sont des plasmocytes. Et comme on l'a entendu également, les plasmocytes, ce sont des cellules que tout le monde a dans sa moelle osseuse. Ce sont des cellules normales qui servent à faire votre immunité, qui servent aux défenses immunitaires. Et malheureusement, de temps en temps, elles peuvent devenir anormales, cancéreuses, oublier de mourir et puis donner des dégâts. Et c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va parler d'anticorps, vous allez voir, parce que c'est la fonction première des plasmocytes. Ce sont des cellules qui produisent des anticorps. Anticorps, je le dis déjà, ce sont des immunoglobulines, ce sont des protéines qui sont produites donc par les plasmocytes principalement et qui vont fabriquer les défenses pour se défendre contre toutes les infections. Alors, comment ça survient, un myélome ? Il y a des schémas qui paraissent un peu compliqués parce que vous n'êtes pas dans la médecine, mais juste pour vous expliquer que, si j'ai ma flèche, tout se passe au niveau de la moelle osseuse. La moelle osseuse, on ne parle pas de la moelle épinière, c'est vraiment l'os. À l'intérieur de la moelle osseuse, on a des cellules qu'on appelle des cellules souches qui vont permettre de fabriquer différentes cellules, les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs, les lymphocytes. Et ces cellules-là vont donner les éléments normaux qu'on a dans le sang et qu'on vérifie sur la prise de sang régulièrement quand on vous voit. La cellule qui est anormale, c'est une cellule qui vient de la cellule souche ici au niveau de la moelle osseuse et qui va aller donner il y a différentes voies, donc des globules blancs, et va aller donner dans les globules blancs les globules blancs vont se différencier en plusieurs types de globules blancs, et notamment dans la lignée des lymphocytes, et c'est dans cette lignée-là que les plasmocytes vont arriver. Tout ça pour vous dire que tout part de la moelle osseuse initialement. Alors, vous voyez ici, dans la moelle, là c'est un os, dans la moelle osseuse, vous avez normalement des plasmocytes qui sont normaux, qui sont jolis, qui fabriquent vos anticorps, qui ont une forme normale, que l'hématologue
peut regarder et il voit que ces plasmocytes sont normaux. Dans le myélome, les plasmocytes deviennent anormaux. Ils deviennent gros, ils deviennent moches, ils deviennent parfois avec plusieurs noyaux, alors que normalement le plasmocyte a juste un noyau. Donc ils deviennent anormaux, ils deviennent beaucoup plus nombreux, c'est normal, ils s'accumulent et ils fabriquent le plus souvent aussi beaucoup d'anticorps. Qu'est-ce que ça donne, le fait que ça prolifère dans l'os comme ça? Ça veut dire que ça va donner surtout des destructions osseuses. Le plasmocyte va entraîner un environnement qui est favorable à la destruction osseuse, et beaucoup d'entre vous connaissent ça avec des atteintes osseuses en premier plan. Et puis, on va avoir des anomalies qui sont en lien avec la sécrétion anormale d'anticorps, et on va voir si ce sont des anticorps normaux ou pas normaux. Alors, la destruction osseuse, ça c'est un schéma pour montrer en permanence dans le corps, il y a un turnover du métabolisme osseux. C'est-à-dire qu'en permanence, on détruit un petit peu d'os et on en refabrique. Ça c'est quelque chose de normal. Et on a des cellules qui sont destructrices, qu'on appelle des ostéoclastes, et des cellules réparatrices qui s'appellent des ostéoblastes. Et donc on régénère petit à petit son os comme ça pour que tout fonctionne bien. Et normalement, c'est en équilibre. Le problème, c'est que dans le myélome, les plasmocytes vont entraîner un déséquilibre et on va avoir plus d'ostéoclastes, donc plus de formation de trous que de réparation. Et donc, ce déséquilibre, en fait, vous voyez, est favorisé par les cellules du myélome qui donnent, ici vous avez les ostéoblastes, des fabricateurs d'os, et ici vous avez les ostéoclastes qui sont les destructeurs de l'os, et le myélome entraîne un environnement qui est favorable à la prolifération des ostéoclastes, et en tout cas à leur activité. Et c'est pour ça que on va avoir facilement des petits trous au niveau des os, qu'on appelle des géodes, que l'os est de moins bonne qualité, puis qu'on peut avoir éventuellement des fractures. Ce schéma, il semble très complexe, et pourquoi je l'ai mis, c'est parce que, vous voyez, il y a plein de voies de signalisation, comme on dit, qui font que ça active ou ça désactive. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des noms de molécules que certains reconnaissent. Si je vous mets ici pamidronate, par exemple, ou Aredia, c'est là-dessus qu'on va jouer. On n'utilise pas beaucoup ici, mais c'est l'Xgeva, c'est une autre molécule. Et on arrive à mettre des médicaments qui vont aller justement empêcher la destruction osseuse, et c'est pour ça qu'on vous donne régulièrement de l'Aredia ou du pamidronate, justement pour éviter que les ostéoclastes viennent détruire l'os. Et si le myélome continue à agir, il va pouvoir toucher différentes places pour aboutir à des fractures éventuellement qui arrivent parfois spontanément. Et puis on voit ça régulièrement. J'ai dernièrement une de mes patientes qui n'avait aucun symptôme, en prenant une rambarde d'escalier, s'est cassé le bras parce ça a révélé son myélome alors qu'elle n'avait pas de douleur. C'est une maladie qui est fragilisante. Et puis bien évidemment, on ne se casse pas le bras normalement lorsqu'on prend une rambarde d'escalier. Ce schéma ici, là, il est intéressant de voir que ce n'est pas une maladie qui est homogène. C'est-à-dire que la moelle osseuse, on en a partout dans le corps, mais contrairement à d'autres maladies cancéreuses, c'est vraiment focal. Il y a des zones qui sont plus atteintes et des zones qui sont moins atteintes. Ça, c'est important à comprendre parce que parfois, on va faire une biopsie dans le bassin pour comprendre, puis on va trouver qu'il n'y a plus de myélome. Mais ça ne garantit pas à 100% qu'il n'y a plus du tout de maladie parce qu'elle peut être un peu hétérogène dans le squelette. Alors, on a vu l'atteinte osseuse. Et puis, il y a la sécrétion d'immunoglobulines. C'est son rôle premier. Le plasmocyte, c'est fabriquer des anticorps, fabriquer des immunoglobulines pour les défenses immunitaires. C'est quoi une immunoglobuline ou un anticorps? Ça a cette structure-là en Y, avec des chaînes. On entend parler, j'essaie de préciser les mots que vous entendez chez le docteur, les chaînes libres, des chaînes lourdes, des chaînes entières, des anticorps, tout ça. La protéine monoclonale. La protéine, c'est l'anticorps, c'est ça. Un anticorps est fabriqué de deux chaînes lourdes, qui sont les longs ici, là, tac, ces deux-ci, et puis de deux chaînes légères qui sont collées, celle-là et celle-ci, qui sont collées sur la chaîne lourde. Okay ? Normalement, on fabrique des chaînes entières. Ça, c'est une immunoglobuline entière. Dans le myélome, on peut le plus souvent fabriquer une chaîne entière. On parle d'immunoglobuline IgG lambda, par exemple, parce qu'elle contient
la chaîne lourde et la chaîne légère, qui est soit une kappa, la chaîne légère, soit une lambda. Et la chaîne lourde, elle peut être IgG, A, D, rarement E ou M. Alors, quand on dit que vous avez un myélome IgG lambda, ça veut dire que la chaîne lourde est IgG, okay, et lambda, c'est la chaîne légère. Mais ça peut être un myélome IgG kappa, parce que la chaîne qui est collée ici peut être une kappa, dépendamment de ce que le plasmocyte anormal sécrète. Et puis c'est toujours la même, parce qu'il faut voir, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans la moelle osseuse, on a des plasmocytes. Ils sont tous différents et on en a besoin de beaucoup pour fabriquer des anticorps très différents, pour pouvoir se protéger de la grippe, de protéger contre telle ou telle infection. Et c'est ça qu'on a fabriqué dans notre enfance, des défenses globales sur toutes les infections qu'il peut y avoir. Mais ce qui se passe dans le myélome, c'est que c'est pas plein de plasmocytes qui sécrètent plein d'immunoglobulines, c'est un plasmocyte anormal qui est toujours le même et qui va sécréter toujours la même immunoglobuline. Donc vous comprenez qu'elle ne va pas servir à grand-chose parce que ça ne m'intéresse pas de me défendre uniquement contre une infection. Ce que le corps a besoin, c'est de se défendre contre toutes les infections. Donc en fait, on se retrouve avec beaucoup d'immunoglobulines inutiles, anormales, qui s'accumulent. Okay, donc on a parlé du rôle de l'anticorps ou de l'immunoglobuline qui est de la défense. Donc une sécrétion importante, anormale, et ces anticorps sont donc inefficaces, et ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'anticorps que vous allez vous défendre, au contraire, ça va même empêcher les bons anticorps d'agir, ça va on dit les réprimer, les supprimer. Donc on va avoir une diminution des immunoglobulines normales, parce qu'elles ont plus les plasmocytes normaux, les plasmocytes qui sont tous différents les uns des autres, ils n'ont plus de place dans la moelle osseuse pour être fabriqués. Et finalement, on va se retrouver avec une seule population de plasmocytes, tous malades, et les normaux vont régresser. Et ça va aboutir à des défenses immunitaires amoindries. Et ce n'est pas rare que le patient se présente avec une pneumonie ou une infection qui va faire rentrer dans la maladie. Peut-être certains d'entre vous sont rentrés dans la maladie avec une infection pulmonaire alors que tout allait bien. Ils arrivent à l'hôpital avec une grosse pneumonie ou des pneumonies à répétition. Ou bien au cours de l'évolution, tout va bien, puis des infections arrivent parce qu'on n'a pas assez de défense immunitaire. Ces immunoglobulines, ce sont des protéines. Des protéines, ça prend de la place dans le sang. C'est quelque chose qui est lourd. On vit en harmonie avec un certain taux de protéines. Mais si vous mettez beaucoup de substances anormales dans le sang, vous allez avoir un sang qui est épais, on dit visqueux. Et ça peut donner des symptômes qui sont liés à l'hyperviscosité, c'est-à-dire au fait que le sang est trop épais. Et c'est pour ça qu'on peut faire des phlébites, des caillots, des embolies pulmonaires, parfois éventuellement avoir des symptômes de mal de tête, etc. Parfois, l'immunoglobuline, elle peut avoir des propriétés anormale. Elle peut décider. Cette protéine, les protéines sont très variables. Il n'y a pas juste un type de myélome. Il y a des myélomes avec des protéines différentes pour chaque patient. Puis c'est pour ça que vous n'avez pas tous la même maladie. Il y a des patients qui vont avoir des plasmocytes qui vont sécréter une immunoglobuline, un anticorps qui est capable de dire moi, mon travail, c'est d'aller embêter les reins et puis je vais aller me déposer dans les reins. Moi, la mauvaise protéine que je sécrète, par malchance, elle dit c'est les reins qui m'intéressent et je me dépose dedans. Et on va avoir un patient qui va être avec une insuffisance rénale qui va être embêté avec ça. Parfois, ça va être la protéine va se dire moi je suis capable de faire autre chose, je suis capable d'aller fabriquer des petites substances et puis je suis capable d'aller chercher d'autres choses, me déposer comme ça, de me mettre dans des je fais comme ça parce que c'est l'amyloïdose, ça fait comme des toits d'usine là, elle fait des protéines anormales, elle s'allie avec elle trouve des alliés en fait, puis elle va aller faire des toits d'usine, puis se déposer ces toits d'usine là dans différentes substances. C'est l'amyloïdose qui est une maladie assez perverse et qui peut aller se déposer un peu partout comme ça. Parfois, l'anticorps peut aussi avoir des propriétés pour aller détruire quelque chose. Un anticorps, normalement, il est fait pour aller détruire une bactérie. Bon, ça, on est d'accord, c'est une défense immunitaire. Il est fait pour aller se défendre. Mais un anticorps, une immunoglobuline, elle peut aussi avoir une propriété d'aller détruire quelque chose, comme un nerf. Et elle peut aller se fixer sur le nerf et aller détruire le nerf.
et ça va donner une neuropathie et on va avoir des douleurs dans les jambes, on peut avoir des picotements, des fourmillements dans les jambes par exemple. Et il y a elle peut aller aussi prendre des facteurs de coagulation, puis donner des saignements. Elle peut faire plein de choses anormales en fonction de sa propriété, ce pourquoi elle était faite initialement ou pas faite. Alors vous voyez ici, dans le rein de myélome, vous avez ici le rein, puis quand on fait un grossissement de cette partie-ci, c'est là que les reins, ce sont des organes qui sont faits pour filtrer les éléments, les déchets du sang. Donc le rein, il sert à prendre les mauvais éléments, puis à les éliminer dans les urines pour pouvoir faire un peu le filtre. Parfois, et cette zone ici est fondamentale. On a besoin du cortex rénal parce que c'est là que toute la mécanistique se passe pour pouvoir justement éliminer les déchets. Souvent, les immunoglobulines malades de myélome, elles vont aller se déposer ici. Elles vont aller se déposer dans la substance importante du rein et ça va faire de l'insuffisance rénale. Le rein ne va plus pouvoir fonctionner. Ça, c'est tout particulièrement vrai si vous avez des immunoglobulines et que vous allez rajouter un autre facteur qui n'est pas bon pour le rein, par exemple prendre des anti-inflammatoires, ou bien être déshydraté, ou bien faire un scanner avec du produit de contraste qui va faire que c'est des substances qui ne sont pas bonnes pour le rein. Si vous en avez déjà une avec quelques immunoglobulines, vous allez pouvoir faire aggraver le problème au niveau du rein. Je vous ai parlé tout à l'heure des fameuses sensations de picotement au niveau des pieds. C'est pas rare qu'on puisse avoir des symptômes nerveux en lien avec les immunoglobulines. Et puis ça, on peut parfois vivre avec, ça va, et puis parfois on va mettre des traitements, et à cause des traitements, ça va devenir plus symptomatique, parce que les traitements peuvent aussi aggraver les symptômes neurologiques de l'immunoglobuline. Parce que nos traitements, bien évidemment, ils sont efficaces, mais ils sont parfois aussi à l'origine d'effets secondaires. Alors, quelques mots sur l'épidémiologie puis les facteurs de risque. Est-ce que c'est fréquent? Puis est-ce que c'est une maladie pour laquelle il y a des risques? Est-ce qu'on sait pourquoi elle est là? Alors, ça, c'est des statistiques canadiennes sur le cancer en 2016. Le myélome, ce n'est pas une maladie fréquente. C'est beaucoup, beaucoup moins fréquent que le cancer du poumon, que le cancer du sein, que le cancer du côlon, qui sont les premiers cancers. Vous voyez ici, chez l'homme et chez la femme, grosso modo, ça représente à peu près 1 à 1,5% de tous les cancers, chez l'homme comme chez la femme. Donc, ce n'est pas beaucoup de cancers. Mais néanmoins, ça, quand même, quand on regarde le nombre de nouveaux cas, ça fait quand même pas mal de patients au Canada. Alors, à quel âge on fait le myélome? Le myélome, c'est une maladie plutôt de la deuxième âge ou de la troisième partie de la vie, à partir de 65-70 ans. La plupart des patients sont dans cette tranche d'âge-là. Il y a des patients plus jeunes, il y a des cas autour de 35-40 ans, mais c'est quand même pas la majorité des patients. Le plus souvent, c'est une maladie de 70 ans à peu près. Et on a aussi des patients qui arrivent à 90 ans avec le myélome. Le nombre de cas annuels au Canada, c'est 2000 à 2500 nouveaux cas par an, sur tout le Canada. Et ça représente 7 nouveaux cas de myélome qui sont diagnostiqués nouvellement chaque jour au Canada. Et actuellement, il y a à peu près 7500 patients au Canada qui vivent avec un myélome. Il y a un tout petit peu plus d'hommes que de femmes. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce qu'on fait le myélome parce qu'on a été exposé à quelque chose, ou est-ce que ça vient comme ça par malchance? C'est sûr que c'est l'âge, le premier facteur. C'est l'âge qui fait que, comme tous les cancers, plus on vieillit, plus on a risque de faire un cancer, parce que c'est c'est les anomalies qui arrivent avec le temps et les réparations qui sont moins bonnes et qui fabriquent plus de cancers. C'est sûr que d'avoir des myélomes dans la famille, il y a un tout petit peu plus de risques, mais c'est pas, on ne peut pas dire à vos enfants ou aux frères et sœurs qu'il y a des risques importants. Le risque est minime. Il n'y a pas besoin de faire de recherche ou quoi que ce soit. Statistiquement, si on prend des grandes cohortes de patients, on va voir qu'il y a un peu plus dans une même famille de cas, mais à l'échelon individuel, votre risque par rapport à votre frère ou votre sœur, vos enfants, il n'y a rien à faire avec ça. Il ne faut pas inquiéter, le risque est minime. Ce qui est plus important, à mon avis, c'est l'exposition à des toxiques. Et notamment dans notre région ici,
où on est en Estrie, c'est une population qui est rurale, et on a un nombre de cas qui est probablement supérieur aux grosses villes. Et une des explications qui est donnée, c'est l'exposition à des pesticides, ce qu'on utilise dans les champs à large échelle. Ça, c'est prouvé que ça peut donner des cancers, et notamment le myélome. Les hydrocarbures également, la pétrochimie, et puis parfois les radiations ionisantes aussi, c'est-à-dire d'avoir eu une radiothérapie ou d'avoir été exposé à des accidents nucléaires, mais ça c'est quand même rare, heureusement. Et puis, autre chose également dont on n'a pas parlé, c'est la préexistence d'une gamma-pathie monoclonale. C'est quoi cette affaire ? Le myélome, c'est un cancer, mais on verra tout à l'heure, c'est un continuum vers quelque chose qui peut venir d'une anomalie des plasmocytes. De temps en temps, on a quelque chose qui apparaît. Le plasmocyte, il y a quelques plasmocytes qui vont devenir un peu anormaux, puis qui vont être capables de sécréter une immunoglobuline en grande quantité. Ce n'est pas du cancer, c'est présent, c'est très fréquent. Il y a beaucoup de gens à 70 ans qui ont une protéine anormale dans le sang, et ils n'ont pas un myélome. Mais ils ont quelques plasmocytes qui ne sont pas tout à fait normaux. Et c'est un risque, ça, de développer un jour un cancer de type myélome. Et donc c'est à peu près 1% par année de faire un myélome si on a cette protéine anormale. Donc c'est ça qu'on appelle une gamma-pathie monoclonale. Et c'est pour ça qu'on surveille ces patients une fois par année à peu près pour être sûr qu'il n'y a pas d'anomalies qui apparaissent dans le temps. Et souvent, ce qui se passe pour un patient, c'est qu'il a eu cette étape-là de gamma-pathie monoclonale, puis qu'il n'a jamais su parce qu'on n'a pas cherché, et puis il est arrivé dans la maladie déjà au stade de myélome. Quelles sont maintenant les présentations cliniques au diagnostic, c'est-à-dire comment un patient arrive chez le docteur ou il arrive dans la maladie? Qu'est-ce qui fait qu'on va évoquer le diagnostic de myélome et qu'est-ce qui fait rentrer dans la maladie? Toutes les présentations, bien évidemment, elles sont liées à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire l'atteinte osseuse et aux immunoglobulines. L'atteinte osseuse, c'est essentiellement des douleurs. C'est une maladie qui est douloureuse, qui peut donner des fractures, ça peut casser un os de myélome, et puis ça peut aussi fragiliser l'os parce qu'on a un gros trou qui apparaît, ou bien parce que l'os il se déminéralise de façon globale, c'est-à-dire qu'il va perdre de la densité, il va être de moins bonne qualité. Tout le monde connaît, je pense, l'ostéoporose de la personne âgée qui peut, en tombant, se fracturer. Quand les femmes, notamment, vieillissent à 80 ans, quand elles tombent, elles se fracturent facilement la hanche parce que l'os est de moins bonne qualité. C'est ça l'ostéoporose. Le myélome donne de l'ostéoporose. Et on peut avoir un peu le même os qu'une femme de beaucoup plus âgée, si on a un myélome à 50 ou 60 ans. Donc ça fragilise l'os. Et c'est une maladie qui est encore une fois douloureuse, mais heureusement aujourd'hui on a des façons de traiter la douleur qui sont quand même le plus souvent efficaces. Un autre mode d'entrée dans la maladie qu'on voit régulièrement, c'est la fatigue. C'est pas propre au myélome, c'est propre au cancer. Ça, c'est un des grands signes cardinaux du cancer. C'est la règle des 3A, c'est asthénie, ça veut dire fatigue, amaigrissement, et puis anorexie, c'est les 3A. Quand on a ces trois symptômes-là, souvent, ça nous fait évoquer le diagnostic de cancer. La fatigue, c'est un symptôme qui est très fréquent, qui doit alerter, mais ce n'est pas spécifique, parce qu'on est tous fatigués dans la vie de tous les jours, c'est normal, et c'est une fatigue qui est différente, c'est une fatigue qui survient alors que tout allait bien, puis on n'est plus comme avant. Il y a 6 mois, je n'étais pas fatigué, puis là, maintenant, j'essaie de faire la même vie, je ne suis plus capable. C'est une fatigue qui fait qu'on est fatigué surtout le soir, comme si on manquait de carburant pour finir notre journée. Et puis, elle n'est pas réparée par le repos. On a beau essayer de se reposer, ça ne fait rien du tout. Les patients peuvent maigrir. Et puis, ça aussi, fait intéressant, troubles neurologiques avec des symptômes parfois de pseudo-démence, perte de mémoire, confusion. Et c'est vraiment, ça m'arrive régulièrement, plusieurs fois par année, je dirais, d'avoir des patients qu'on m'adresse pour
des tableaux de démence ou d'altération de l'état général ou des patients âgés en disant voilà, il n'y a rien à faire. On découvre le myélome en même temps. Ce sont des patients, on dit là, la patiente, elle est démente. Je pense à une dame que j'ai eue de 85 ans, qu'on m'a adressée il y a à peu près 6 mois ou 8 mois. Et elle avait un tableau de démence depuis 6 mois. Vraiment, elle est arrivée grabataire. Et puis, en même temps, on lui a dit, on a le myélome, ça vaut vraiment pas le coup qu'on la traite, elle va mourir. Et j'ai dit, mais elle est comme ça parce qu'elle a son myélome. Donc, et la dame n'était pas capable de consentir. Et la famille disait, mais il n'y a plus rien à faire. Mais je dis, moi, la grand-mère, je vais la remettre, si le traitement marche, comme elle était il y a 6 mois. Et effectivement, elle revient me voir maintenant, elle a récupéré complètement toute sa tête, elle va très bien. Et le traitement a normalisé sa protéine complètement. Donc, il faut vraiment se méfier de cette présentation-là. Et puis, je pense que le Dr Leblanc a les mêmes patients. On peut restaurer, dans le myélome particulièrement, restaurer l'état antérieur de 6 à 12 mois précédents sur le plan neurologique. Ces symptômes neurologiques, ils peuvent être liés au cancer lui-même, et puis parfois ça peut être lié aussi à l'augmentation du calcium dans le sang, parce que vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de turnover osseux, on a vu que les ostéoclastes détruisent l'os, font des trous, et puis c'est pas bien réparé. Et en détruisant l'os, ça peut libérer dans le sang plus de calcium, et le calcium, on n'aime pas bien avoir beaucoup de calcium dans le sang, ça peut donner aussi de la fatigue et des symptômes un peu comme ça de confusion ou de pseudo-démence de temps en temps. On l'a vu également, le patient il peut consulter pour une ou des infections. On l'a dit, trop de mauvais anticorps et pas assez de bons. Les infections les plus fréquentes, c'est les infections pulmonaires, mais ça peut être aussi des choses plus banales comme des sinusites à répétition, des rhumes, des bronchites. Puis le fait également de prendre des antibiotiques à répétition. Pendant 1 an ou 2, on va prendre des antibiotiques sans arrêt, on est toujours malade. Et puis éventuellement, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus grave et on peut arriver avec une infection qui va révéler le cancer, le myélome, avec d'emblée un choc infectieux et se retrouver en soins intensifs d'emblée avec un traitement antibiotique qui va être difficile parce que ça va être difficile à traiter parce qu'on n'a pas de défense. On a vu également, ça peut être une insuffisance rénale qui fait rentrer dans la maladie. Et là, il n'y a pas beaucoup de symptômes spécifiques. C'est une baisse de l'état général, des nausées, puis surtout la créatinine qui est élevée. Et vous comprenez pourquoi on surveille régulièrement la créatinine dans le sang. C'est quelque chose qui est fondamental pour la surveillance des patients. On peut avoir d'autres présentations. L'anémie. Pourquoi l'anémie ? Parce que une des raisons, c'est simple à comprendre, c'est que vous avez vos cellules c'est une des explications pour simplifier. Vous avez les cellules qui prennent beaucoup de place, les cellules anormales dans la moelle osseuse, puis il n'y a pas assez de place pour les différentes bonnes cellules pour être fabriquées. Donc l'anémie est un des symptômes du myélome, en plus de plein de protéines de l'inflammation. Il y a plein de choses qui font que les globules rouges peuvent être détruits. Augmentation du calcium, on l'a dit. Puis de temps en temps, ça peut être la découverte d'un pic. Ça, vous l'avez entendu régulièrement, je surveille le pic à l'électrophorèse des protéines sanguines et c'est là qu'on mesure l'immunoglobuline monoclonale ou bien la paraprotéine. Ça dépend quel docteur vous avez. Il y a plusieurs termes pour dire la même chose. Anticorps, pic, immunoglobuline monoclonale, paraprotéine, tout ça c'est la même chose. Alors c'est quoi ce pic ou cette paraprotéine ? Le pic monoclonal, c'est quelque chose qu'on voit sur un examen qui s'appelle l'électrophorèse. On a dans le sang des protéines. On a tous des protéines normales. La plus célèbre, c'est l'albumine. On a cette albumine qui est présente. C'est la plus grosse fraction de protéines dans le sang. Puis on a plein de protéines, des protéines pour l'inflammation, des protéines pour les défenses immunitaires, etc. Puis normalement ici, donc ça c'est l'albumine, ici c'est la plus grosse protéine. Puis après on a plein d'autres protéines. Et on arrive à les faire migrer sur un diagramme, peu importe comment ça marche, ça, mais on arrive à voir combien il y a de quantité de protéines dans le sang avec cet examen qui est l'électrophorèse. Et normalement, ici, on a une courbe en dôme qui représente les immunoglobulines. Et on voit un dôme ici, rond, très joli, que ce patient ici n'a pas du tout. Lui, il a un pic, il a quelque chose qui n'est pas normal. Ici, on devrait avoir un dôme et on voit un pic
qu'on dit monoclonal. Et là, on sait que ce patient, il a une protéine anormale dans le sang. Et dans cette zone-là, c'est le territoire des immunoglobulines. Et on sait qu'il y a une immunoglobuline anormale qui est sécrétée et qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être un myélome, sûrement. Ou ça peut être un état pré-myélome avec ce qu'on disait tout à l'heure, la gammapathie monoclonale. Alors finalement, un schéma qui semble un peu compliqué, mais juste pour dire simplement, on peut avoir le plasmocyte quand il est anormal, il peut sécréter des immunoglobulines anormales en grande quantité, donner un pic monoclonal. C'est ce pic en grande quantité qui donne des symptômes de viscosité, donc le sang épais comme on l'a dit. On peut avoir, ces immunoglobulines peuvent aller abîmer le rein, donc néphropathie, parce qu'elles peuvent se déposer, et ça particulièrement les chaînes légères. On peut avoir, le plasmocyte peut donner de l'inflammation, et puis différents mécanismes, on ne va pas rentrer dans les détails, qui vont donner des infections, des atteintes osseuses, ici lithiques, c'est-à-dire avec des trous dans l'os, puis de temps en temps aussi on peut avoir des baisses des globules rouges essentiellement, donc de l'anémie. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Ça c'est la partie moins sympa que tout le monde, tous les patients ont eu, c'est la biopsie de moelle et le médulogramme. On a besoin d'avoir un prélèvement d'os pour savoir combien il y a de plasmocytes anormaux. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, la gammapathie monoclonale, le pic, on peut avoir quelque chose de bénin qui n'est pas cancéreux avec un pic dans le sang. La signature du myélome, c'est vraiment ce qui se passe dans la moelle. Et ce n'est pas toujours simple parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie en patchwork et on peut avoir des zones qui sont atteintes, des zones qui ne sont pas atteintes. Mais le plus souvent, quand même, on arrive à avoir le diagnostic dans ce gros os qui est le bassin, ici vu de travers. Et donc, on introduit notre trocar dans l'os, après avoir gelé la zone, évidemment. Et on va aller prendre un morceau, une carotte d'os, pour pouvoir l'analyser au microscope, comme vous voyez ici. Et donc, on va avoir des plasmocytes qui sont surreprésentés, qui vont être en quantité anormale et surtout qui vont être pas beaux, qui vont être trop gros, avec plus de noyaux que la normale, qui vont aller empêcher la fabrication le développement des bonnes cellules. Et c'est comment on dit, parce qu'il faut des définitions, il faut des cut-offs, pour pouvoir dire c'est un myélome, schématiquement, il faut avoir au moins 10% de plasmocytes dans la moelle osseuse. Puis parfois, on en a jusqu'à 80-90%, ça dépend. Et parfois, on en a juste 5%, et on va quand même dire de myélome, parce que si c'est 5% avec des beaux plasmocytes, jolis, normaux, ça c'est correct. Mais si vous avez 5% avec des plasmocytes qui sont monstrueux et qui ne sont pas normaux, on va dire quand même que c'est un myélome, parce que ce n'est pas normal d'avoir des plasmocytes monstrueux dans la moelle. Et puis, une fois qu'on a dit qu'il y a un myélome, le myélome, il peut être indolent ou il peut être symptomatique. Et c'est important, c'est très important de faire cette différence, parce qu'il y a une bonne partie des patients qui ont un myélome indolent, et ces patients-là, ce sont des myélomes qui ne nécessitent pas encore un traitement. Parce qu'on n'a pas prouvé que traiter précocement le myélome va améliorer la survie de quoi que ce soit. C'est-à-dire que si tu as un myélome qui n'a pas encore fait de dégâts, on sait qu'il est là, et qu'on le traite au tout début, il n'y aura pas de bénéfice sur la survie par rapport à le traiter plus tard. Ça, c'est très surprenant, parce que quand on dit toujours dans le cancer, si tu as un tout petit cancer du sein, tu l'enlèves, tu vas guérir ton cancer définitivement, puis après on n'en parle plus. Dans le myélome, c'est pas vrai. C'est un peu des fois difficile pour les patients à attendre, parce que tu sais que tu as le myélome, et puis le docteur te dit je vais vous surveiller. On sait qu'il y a 10% de chances de risque par année que ça se transforme en myélome symptomatique, donc plus grave, mais il n'y a pas d'intérêt à le traiter avant. Donc, et ça, c'est les études, c'est la recherche qui permettent de dire ça. Donc ça ne sert à rien de rendre le patient malade et d'utiliser les armes avant qu'on en ait besoin, parce qu'après, on ne pourra plus les réutiliser, évidemment. Le myélome symptomatique, c'est un myélome qui nécessite un traitement. Là, on n'a pas le choix, parce qu'on sait que les complications vont arriver rapidement. Et puis, on a un intérêt avec les imageries modernes pour différencier les myélomes indolents des myélomes symptomatiques, parce que, on va le voir juste sur la diapositive après, l'atteinte osseuse
est un des éléments de myélome symptomatique. Dès qu'on a une atteinte osseuse, on sait que le myélome, il faut le traiter. Et si on fait juste des radiographies simples, parfois on passe à côté, c'est difficile de dire, c'est sûr qu'on peut mal voir des choses. Et aujourd'hui, grâce à la résonance magnétique ou bien au TEP scan, on peut voir des petites lésions et qui vont nous permettre de traiter plus tôt. Donc ça, c'est des choses plus modernes qu'il y a quelques années. Alors, comment on définit un myélome indolent versus un myélome symptomatique ? Nous, on parle tout le temps, vous avez peut-être entendu votre docteur chercher les critères CRAB. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait systématiquement. Et c'est quoi CRAB ? C'est 4 lettres qu'on recherche pour voir comment il est le taux de calcium. Est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est élevé ? Est-ce qu'il y a une insuffisance rénale ? Deuxièmement, le R. Est-ce qu'il y a de l'anémie ? Le A. Et le B, c'est pour bone, pour l'atteinte osseuse. Et s'il y a un seul critère là-dessus, ça nous dit qu'il faut démarrer un traitement. Okay ? Si on attrape un de ces éléments du CRAB, ça veut dire qu'on rentre dans la maladie. Après, on a quelques petites subtilités, mais ça, c'est 95% de notre travail en myélome. Il y a quelques cas particuliers après. L'évolution du myélome, c'est pas une maladie linéaire. C'est pas quelque chose qui progresse doucement. C'est une maladie qui est en phase. Au début, cette phase de progression, elle va être liée au nombre de cellules de myélome, de plasmocytes anormaux. Et au début, on a ce qu'on appelle le myélome asymptomatique ou la gammapathie monoclonale, c'est-à-dire des patients que souvent on ne sait pas, ils n'ont aucun symptôme dans toute cette zone-là, c'est juste une anomalie dans le sang. Et on n'a pas encore de façon d'être malade. Parfois, si on fait des examens, si on va demander des examens, on va faire un diagnostic plus précoce, mais on ne va pas le traiter avant. Donc ça, c'est une période asymptomatique. Puis après, on va arriver sur la période des symptômes. Okay ? Le myélome nécessite un traitement. Le myélome, il était détectable, et puis il y avait c'est un peu comme le pic. Le nombre de cellules augmente, le malade est malade, on le traite, hop, on le met en rémission, plus ou moins complète. On peut arriver parfois à avoir des rémissions complètes. Ou bien on diminue considérablement, puis après on va avoir un plateau. On va avoir un peu une période lune de miel, sans maladie, puis malheureusement on sait que c'est une maladie qui est récidive. Et puis on va le traiter de nouveau, et il va avoir un plateau. Mais petit à petit, plus on traite, plus ça devient difficile à traiter, parce que les cellules de myélome vont apprendre à combattre, et elles vont avoir en général des périodes de réponse de moins en moins prolongées. Puis à chaque fois, on va traiter comme ça. Puis à un moment donné, le myélome va devenir réfractaire. Mais ce qui change un peu la donne, puis qui doit vous donner de l'espoir aussi, et qui nous donne de l'espoir, c'est qu'aujourd'hui, on arrive en 2017 à avoir des molécules qui sont assez révolutionnaires et qui arrivent à avoir des résultats qui sont vraiment spectaculaires. Je parle des anticorps anti-CD38, le daratumumab, voire le carfilzomib. Et pour des périodes ou des malades qui étaient dans cette zone-ci, on arrive des fois à revenir à un état bien meilleur que ce qu'on avait précédemment. Puis notre arsenal thérapeutique aussi s'agrandit énormément. On a de plus en plus d'options thérapeutiques. Malheureusement, ce sont des molécules qui coûtent extrêmement cher et c'est difficile de les financer par le gouvernement. Donc il y a des efforts qui sont faits régulièrement et petit à petit les médicaments arrivent. Mais c'est pour ça que c'est important aussi, comme disait Olivier tout à l'heure, c'est de participer au sondage, dire que vous êtes présent, que vous voulez avoir accès aux molécules, parce que votre poids, votre voix est hyper importante pour faire basculer justement les décisions de remboursement de tous ces nouveaux médicaments. Comment est-ce qu'on fait le suivi ? On a des critères de surveillance qui sont cliniques. D'abord, c'est la clinique, c'est ma patiente que je disais tout à l'heure qui était quasiment grabataire. Je l'ai vue très vite, au bout d'un mois, c'était plus la même patiente. Donc je regarde cliniquement, il n'y a plus de douleur, elle est moins fatiguée, il y a plus d'énergie, etc. Moins d'affection également. On fait également des prises de sang. Et chaque mois, on va vérifier la fameuse protéine monoclonale. Chaque mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, dépendamment de quel stade on est. Et on va vérifier que le pic baisse. Et puis parfois, ça ne baisse pas tout de suite. On va garder le médicament parce qu'on sait qu'on va avoir l'effet au bout de 10 ou 12 mois. Donc il ne faut pas se décourager parce que ça met du temps des fois pour baisser.
On va surveiller, pour certains patients, les chaînes légères également. On va surveiller le rein, le calcium et puis l'anémie. Et la réponse, en fait, c'est ça la clé de la compréhension du myélome, et puis qui est un peu malheureux, c'est que le myélome, il est là, ici, mais ce qui se passe dans la moelle, on ne le mesure pas complètement. On voit une partie quand on fait nos prélèvements, on arrive à aller voir ce qui se passe, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'il y a tout un fardeau tumoral en dessous qu'on n'arrive pas à mesurer. Et ce qu'on aimerait un jour, c'est d'arriver complètement à détruire le myélome très très bas ici, mais aujourd'hui, ce qu'on arrive à voir, on arrive à détruire une grosse partie, mais il reste une partie qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à mesurer, qui fait que ça finit par revenir. On n'a pas de moyen aujourd'hui de détruire tout. Et l'idée, c'est ce que j'espère, c'est qu'un jour, on traitera beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, dès le début, pour essayer de massacrer cet iceberg-là en totalité dès le début, dont la greffe, voire l'halo. En tout cas. Alors, vous voyez ici, quand on part d'une maladie ça c'est le nombre de cellules cancéreuses, on essaie de le réduire, et on réduit de plus en plus avec nos traitements. Puis on va avoir des critères de réponse qui sont des critères uniformisés, hein, et puis on va savoir si on a répondu partiellement, si on a fait une très bonne réponse partielle, ça c'est-à-dire à moins 90% de notre protéine qui a disparu, ou bien si on a une réponse complète, on ne voit plus la protéine, et puis on n'a plus de protéine anormale, l'immunofixation, en tout cas on ne peut plus la mesurer dans le sang, puis la réponse complète stricte, après quand on va aller regarder dans la moelle osseuse, on a des plasmocytes qui sont devenus normaux, puis on peut aller encore plus loin aujourd'hui, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que on développe des techniques de mesure de plus en plus profondes de la réponse. Et tous les essais thérapeutiques, le Dr Leblanc en parlera sûrement tout à l'heure, en effet, ils essayent d'aller mesurer la profondeur de la réponse pour voir jusqu'à où on a supprimé l'iceberg, là. Et c'est pas fait en routine parce qu'on n'a pas encore de preuves, mais c'est vers ça que ça va, les critères de réponse du myélome. Alors, avant de passer aux questions, ma diapo de conclusion, donc vous avez compris que c'est une maladie des plasmocytes, ça entraîne des dommages osseux directs, ça entraîne des dommages collatéraux qui sont liés aux immunoglobulines. On monitore de plus en plus précisément cette maladie avec le dosage des chaînes légères. Le dosage des chaînes légères, c'est pas vieux, hein, ça date d'il y a quelques années, 7-8 ans à peu près. On fait des IRM, des TEP scans qui sont rentrés dans les mœurs. Et puis, on a fait des progrès en termes de diagnostic, de suivi, de surveillance, mais les vrais progrès dans le myélome de ces dernières années sont surtout avec l'arrivée des nouvelles molécules, des nouveaux traitements qui ont permis d'améliorer significativement l'espérance de vie et aussi la qualité de vie, moins de douleur. Voilà, je vous remercie, puis je suis ouvert aux questions. J'espère que je n'ai pas été trop dans la vulgarisation, mais... Merci beaucoup, Dr Pavic. Donc, on va prendre un moment pour des questions. Donc, toujours se rappeler qu'on a un bon public en ligne. Donc, les questions qu'on va prendre en salle, ça va être important de dire la question au micro. Donc, mon collègue Gabriel, si vous avez une question, est là pour vous passer le micro. Comme ça, nos participants en ligne pourront entendre votre question et la réponse du Dr Pavic. Donc, Gabriel, quelqu'un a une question? Alors, je vais parler pour mon mari, Jean-Guy Letourneau. Son diagnostic, c'est des chaînes légères, mais dans le cœur, au cœur. Alors, il y a une partie de son cœur, le ventricule gauche, qui est resté très stiff. Et puis là, on dit qu'il n'y a plus de chaînes, il n'y a plus de protéines, de mauvaises protéines, mais il cherche, avec la chimio, à vouloir élastiser, que ce soit plus élastique, là, Ouais. Est-ce que vous y croyez? C'est une très bonne question. Et en fait, ce qui se passe pour la maladie de votre mari, c'est un dépôt d'une substance, je présume, je ne connais pas votre mari exactement, mais c'est une substance anormale qui s'est déposée dans un mauvais endroit. Et si on ne fait rien, si on ne donne pas de traitement, les chaînes légères vont continuer à être fabriquées. C'est comme si tu donnais à manger, enfin pas à manger, mais tu donnais toujours de la substance qui va aller se déposer au mauvais endroit. La priorité, c'est de dire on arrête le mal, on va tuer les mauvaises cellules qui sont les plasmocytes qui fabriquent ces mauvaises protéines,
on les arrête de fonctionner. Donc on arrête la production. Alors vous allez dire, maintenant ça devrait aller bien. Le problème, c'est que le corps humain, il n'est pas capable d'aller déloger ces protéines qui se sont placées facilement. Et il va falloir des mois, voire des années, pour que la protéine puisse être enlevée. Il y a des petits mécanismes, mais ce n'est pas parfait. Et la recherche essaye d'aller trouver des choses qui vont aller happer, aller prendre la mauvaise protéine pour la déloger, pour qu'elle puisse être éliminée. Donc c'est pour ça que c'est très important de continuer à traiter les mauvaises cellules pour arrêter la fabrication. Et au jour d'aujourd'hui, laisser le temps au corps de déloger tranquillement, pas vite, les mauvaises protéines. Donc on va prendre une question en ligne qui nous vient de Jean. Donc, le rapport entre chaînes légères kappa et les chaînes légères lambda, pourquoi est-ce si important de prendre ce rapport en considération? Je n'ai pas parlé de ça parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais c'est effectivement, on a des chaînes légères lambda et des chaînes légères kappa. Toutes les deux, normalement, sont sécrétées avec autour de 20 à 30 à peu près chacune. Et puis, il y a un ratio qui est un ratio normal. Il y en a une qui est un peu plus que l'autre, et puis on a un ratio normal. Okay, donc, rapport kappa sur lambda qui doit être dans un taux, dans un intervalle, on va dire quelque chose, par exemple, autour de 2. Puis, quand on va avoir une protéine qui va être légère, une chaîne légère qui va être sécrétée de façon anormale, cette chaîne, elle peut monter à 100, 200, 1000, 10 000 parfois, et donc et l'autre va rester normal, parce que ça sécrète toujours qu'une seule chaîne légère. Donc on va avoir un ratio qui va être très augmenté ou diminué. On parle toujours du rapport kappa sur lambda, donc on peut avoir un ratio à 1% ou un ratio à 100, dépendamment de l'ordre dans lequel on est. Et on a deux façons de regarder. Soit on regarde la quantité totale de protéines anormales sécrétées. Donc on va dire, j'ai des chaînes légères à 10 000. Donc ça, c'est très mauvais parce que c'est très toxique. Ou bien j'ai un rapport kappa sur lambda à 100 ou à 1000. Et ça, c'est mauvais aussi. Puis on peut suivre assez facilement le ratio. Ça dépend des médecins. On peut suivre on suit les deux marqueurs, mais quand on parle aux patients, moi je parle surtout de la quantité de chaînes légères, je trouve que ça parle plus. Puis il y a certains qui parlent plus du ratio de la chaîne légère kappa sur lambda qui varie. Les deux sont importants, mais vous comprenez que plus il y a une disproportion, plus le ratio va changer. Donc c'est ça qui est important. Et puis des fois, on a des chaînes légères qui sont à 100, qui vont, ou à 200, mettons, qui ne vont pas être toxiques. On ne va rien faire. Puis pour le même malade, avec Dr Leblanc, on a un patient en commun, on sait que la première fois quand il a été malade, à 200 de chaînes légères, son rein était très malade. Et puis, donc dès qu'il a rechuté à 150, on dit on ne va pas le laisser aller jusqu'à 200 parce qu'il faut le traiter avant que ce soit dangereux pour lui. Et bizarrement, on va avoir des patients qui vont avoir 1000, 2000, qu'on va pouvoir surveiller parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'atteinte rénale depuis des années, puis on ne fait rien avec ça, on surveille. Donc, merci, Dr Pavik. Une dernière question en salle? Oui, madame. Faut que je me lève? Moi, j'ai une question, c'est pour mon conjoint. Lui, il a fait une greffe de moelle osseuse. Là, ils disent qu'il n'y a plus rien dans son sang, que dans le fond, il est guéri, mais là, vous venez de nous dire que ça ne se guérit pas. Nous autres, on se demandait, là, il est supposé de passer un PET scan, un TEP scan. C'est ça qui va dire le plus qu'il n'y a plus de cancer ou c'est dans la moelle osseuse? Alors, malheureusement, effectivement, c'est une maladie qui, au jour d'aujourd'hui, ne se guérit pas. Heureusement, on a des longs survivants et puis on a des patients qui, depuis plus de 10 ans, ne rechutent pas. Et puis, je pense que vous avez vu tout à l'heure Aldo Delcolle, qui est le président de Myelome Canada, qui a eu son diagnostic dans les débuts des années 2000. Donc, ça donne quand même de l'espoir aux patients. Mais on sait qu'il faut rester vigilant, il faut surveiller. Comment on surveille? On surveille avec les marqueurs dans le sang, les immunoglobulines, l'électrophorèse, le pic monoclonal, les chaînes légères. On vérifie également... Ça, c'est des bons marqueurs. Le problème, c'est que de temps en temps, le plasmocyte, quand il va évoluer, il va changer un petit peu. Et il est possible qu'il perde sa fabrication d'anticorps.
Parce que maintenant que vous avez les connaissances de base, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est qu'il y a des clones de plasmocytes. Ce n'est pas juste un plasmocyte malade, c'était pour que vous compreniez bien, mais il y a quelques clones de plasmocytes qui sont anormaux. Ce n'est pas juste un seul, il y en a quelques-uns qui deviennent malades. On arrive à tuer certains clones et il reste des clones qui peuvent se développer. Et ce clone-là, parfois, il peut avoir un plasmocyte qui, lui, ne sécrète aucune immunoglobuline. Donc, on n'arrive plus à le suivre. Donc, parfois, c'est un peu la dangerosité, c'est dans l'évolution, on peut avoir perdu l'expression de la protéine. Parce qu'il y a un clone différent qui est... OK, on a tapé sur le premier clone, on est super content, on ne voit plus rien, plus de protéines, on ne voit plus rien, puis il y a un petit clone différent qui arrive. Dans ces situations-là, on est gêné parce qu'on n'arrive pas bien à surveiller. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Et on peut proposer, évidemment, la clinique, on va vérifier le rein, on va vérifier l'anémie, puis on va vérifier également l'imagerie, soit en faisant des radios tous les ans, mais ce n'est pas très précis, soit en faisant une IRM, ou bien en faisant un TEP scan régulièrement. Il n'y a pas de réponse sur quel est le rythme. À Sherbrooke, ici, on est chanceux, on a une grande accessibilité au TEP scan. Donc on peut faire des TEP scans facilement, mais ce n'est vraiment pas le cas dans les autres parties du Québec ou du Canada. Et le TEP scan est un bon moyen de dépister des rechutes.